J'avais 23 ans quand j'ai appris que le corps humain pouvait être réduit à un objet d'étude. Pas en théorie, en pratique, avec des instruments froids, des mains gantées et aucune anesthésie. Je m'appelle Ariel Vaussan. Je suis né en 1920 dans un village de l'intérieur de la France appelé Évaux-les-Bains, connu pour ses eaux thermales et le silence des après-midi d'été. Ma mère cousait des robes pour les femmes de la région. Mon père travaillait à la scierie. Je l'aidais à la maison, je lisais des romans cachés sous l'escalier et je rêvais de devenir institutrice. Nous étions des gens ordinaires, invisibles. Du moins, c'est ce que nous pensions, jusqu'en septembre 1943. C'est à cette époque que les Allemands ont commencé ce qu'ils appelaient préventive Auslese, sélection préventive. Ils disaient que c'était pour éviter la résistance, pour garantir l'ordre public. En réalité, c'était une façon d'effacer tout signe de vie qui pourrait les menacer. Des jeunes femmes, des hommes en bonne santé, même des enfants considérés comme biologiquement utiles, étaient emmenés dans des camions fermés. Il n'y avait pas de jugement, pas d'accusation formelle, seulement des listes dactylographiées et des ordres exécutés avant l'aube. J'ai été arrêté un matin de brouillard. Je me souviens du grincement de la porte en bois, de l'odeur de fumée entrant par la fenêtre, du visage de ma mère paralysé par la terreur. Un officier de la Wehrmacht est entré dans notre cuisine, a lu mon nom à voix haute comme on vérifie une marchandise et a dit un seul mot, « Mitkommen, venez avec nous ». Il n'y a pas eu le temps de dire au revoir. Pas d'explication, seulement l'obéissance forcée et le son de mes propres pas sur la pierre humide de la rue. Nous avons été emmenés, moi et 17 autres femmes du village, dans un camp de transit à Royalieu, près de Compiègne. Nous y sommes restés 3 semaines. Nous dormions dans des baraquements en bois. Nous mangions une soupe claire de navets. Nous attendions. Personne ne savait où nous irions ensuite. Mais nous sentions toutes que quelque chose était sur le point de se briser en nous. Quelque chose qui ne reviendrait jamais à sa place. Puis, un après-midi gris d'octobre, nous avons été transférés. Pas dans un camp de travail ordinaire. Pas dans une prison politique. Nous avons été envoyés au Konzentrationslager Natzweiler-Struthof, en Alsace, une région que l'Allemagne avait annexée et traitait comme son propre territoire. Struthof était différent, plus petit, plus silencieux, plus dangereux. Parce que là-bas, il n'y avait pas seulement des gardes, il y avait des médecins. Si vous écoutez cette histoire maintenant, vous vous demandez peut-être comment quelqu'un peut survivre à ce qui va suivre. Vous voulez peut-être savoir si c'est vrai, si c'est vraiment arrivé. Laissez un commentaire en disant d'où vous regardez. Parce que cette histoire n'est pas seulement la mienne. Elle appartient à tous les endroits où la mémoire résiste encore à l'oubli. Le bloc médical était séparé du reste du camp. Une construction basse, en briques sombres, avec de petites fenêtres et une porte en métal qui grinçait en s'ouvrant. À l'intérieur, il y avait une salle d'attente, une salle de procédure et ce qu'ils appelaient la salle de récupération, où, en réalité, personne ne récupérait. On attendait juste de mourir ou d'être appelé à nouveau. J'ai été appelé pour la première fois en novembre 1943. Il faisait froid. Un froid humide qui pénétrait jusqu'aux os. J'ai été emmené par 2 infirmières allemandes qui ne m'ont pas regardé dans les yeux. Elles m'ont assise sur une chaise en métal, ont attaché mes poignets avec des sangles en cuir et ont incliné ma tête vers l'arrière. Un médecin est entré. Il portait des lunettes rondes, une blouse blanche impeccable et des gants chirurgicaux. Il parlait en allemand avec quelqu'un d'autre que je ne pouvais pas voir. Puis, il s'est tourné vers moi et a dit, dans un français approximatif, « Ouvrez la bouche ». J'ai obéi. Il a inséré un instrument froid entre mes lèvres. J'ai senti une pression, une douleur aiguë, un craquement, puis un autre et un autre. J'ai compris, trop tard, ce qui se passait. Il arrachait mes dents, pas toutes en une fois, mais beaucoup, systématiquement, sans anesthésie, sans explication. Juste des notes dans un cahier et le son métallique des instruments tombant dans un plateau. Je n'ai pas crié. Pas parce que j'étais courageuse, mais parce que mon corps est entré en état de choc. La douleur était si intense que mon esprit s'est déconnecté. J'étais là, mais je n'y étais pas. Je voyais tout de loin, comme si cela arrivait à quelqu'un d'autre. Quand ils ont terminé, ma bouche était un trou sanglant. J'ai craché du sang pendant des jours. Je ne pouvais pas manger.
Je pouvais à peine parler. Et personne ne m'a dit pourquoi. Personne ne m'a expliqué quel était l'objectif. Ce n'est que bien plus tard, beaucoup plus tard, que j'ai découvert que Struthof était utilisé pour des expériences médicales. Tests de résistance osseuse. Études sur la régénération dentaire. Recherches qui serviraient à améliorer la santé des soldats allemands. Nos corps n'étaient que du matériel. Jetable. J'ai passé des semaines en état de fièvre, infection, déshydratation, faim. Mais j'ai survécu. Et c'est précisément parce que j'avais survécu que, 3 mois plus tard, s'est produite la rencontre qui changerait à jamais ma façon de voir cette guerre. Elle ne savait pas encore que ce moment définirait le reste de sa vie. Ni que des décennies plus tard, face à une caméra, elle raconterait cette scène avec la même clarté troublante. Comme si le temps n'avait jamais effacé ce regard. Comme si cette bouche vide continuait de crier en silence. L'histoire d'Ariel ne fait que commencer. Et ce qui vient ensuite va bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. C'était un matin de février 1944. Le ciel au-dessus de Struthof était blanc, lourd, comme si la neige hésitait encore à tomber. On nous avait rassemblés dans la cour centrale pour un appel. Cela arrivait parfois sans raison apparente. Les gardes voulaient simplement nous compter, vérifier que nous étions encore vivantes, encore utilisables. Je me tenais dans la 2e rangée, les mains tremblantes de froid, les lèvres gercées, les gencives encore douloureuses. Ma bouche était devenue une plaie permanente. Je ne souriais plus. Je ne parlais presque plus. J'existais à peine. Les semaines qui avaient suivi l'extraction de mes dents avaient été parmi les plus difficiles de ma détention. Non pas seulement à cause de la douleur physique, bien que celle-ci fût constante, lancinante, impossible à ignorer, mais à cause de l'humiliation. Chaque fois que j'essayais de manger la maigre ration de pain noir qu'on nous distribuait, je devais le tremper dans l'eau jusqu'à ce qu'il devienne une bouillie informe. Mes compagnes de baraquement détournaient les yeux. Elles savaient que cela aurait pu être elle, que cela serait peut-être elle, demain. Il y avait une femme, Mathilde, une institutrice de Metz, qui partageait ma paillasse. Elle avait 40 ans, des cheveux gris coupés courts, et une gentillesse obstinée qui semblait défier la logique du camp. Un soir, alors que je pleurais en silence, incapable de dormir à cause de la douleur, elle avait posé sa main sur mon épaule et murmuré « Ils peuvent prendre nos dents, Ariel. Ils peuvent prendre notre dignité, mais ils ne peuvent pas prendre ce que nous décidons de garder à l'intérieur. » Je n'avais pas répondu. Je ne savais pas si je croyais encore à cette idée. Mais ces mots étaient restés. Puis j'ai entendu des pas différents, pas les bottes lourdes des soldats ordinaires, des pas mesurés, accompagnés du cliquetis d'éperons métalliques. Je n'ai pas levé les yeux tout de suite. Mais autour de moi, les autres femmes se sont raidies. Quelque chose changeait dans l'air. Une tension nouvelle, presque électrique, traversait les rangs. Un général allemand venait d'entrer dans le camp. Il s'appelait Heinrich von Stahl. J'ai appris son nom plus tard, en lisant les archives après la guerre. En 1944, il était responsable de la supervision administrative des camps annexes en Alsace. Ce n'était pas un médecin, ce n'était pas un bourreau direct, mais il était complice. Il signait les ordres, il validait les budgets, il savait ce qui se passait ici, il savait et il laissait faire. Von Stahl marchait lentement entre les rangées, observant les prisonnières comme on inspecte du bétail. Il portait un long manteau gris, une casquette ornée de l'aigle impérial, des gants de cuir noir. Son visage était celui d'un homme cultivé. Rasé de près, mâchoire ferme, regard froid mais curieux. Il ne criait pas, il ne frappait pas, il se contentait d'observer. Et c'était peut-être cela le plus effrayant, cette distance clinique, cette capacité à nous regarder sans nous voir vraiment. Derrière lui marchaient 2 officiers subalternes et un interprète. Ils discutaient à voix basse en allemand. J'ai saisi quelques mots, rendement, capacité de travail, sélection. Des termes bureaucratiques pour décrire des vies humaines. Von Stahl s'arrêtait de temps en temps devant une détenue. Il posait une question brève. L'interprète traduisait. La femme répondait, la voix tremblante.
Puis il passait à la suivante. C'était méthodique, presque routinier, comme une inspection de qualité dans une usine. Puis il s'est arrêté devant moi. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'étais jeune. Peut-être parce que mon visage portait encore les traces d'une beauté passée, malgré les cernes profonds, malgré la maigreur, malgré tout ce qu'on m'avait pris. Peut-être simplement par hasard. Mais il s'est arrêté et il m'a regardé. Ses yeux étaient gris, froids, mais pas cruels. C'était étrange à observer. Il n'y avait pas de haine dans ce regard. Juste une curiosité détachée. Comme s'il essayait de comprendre quelque chose qu'il ne parvenait pas à saisir. Il a dit quelques mots en allemand à l'interprète. Celui-ci s'est tourné vers moi et a traduit « Le général demande votre âge. »« 23 ans ?» ai-je répondu d'une voix à peine audible. Von Stahl a hoché la tête lentement. Puis il a dit autre chose. L'interprète a hésité une fraction de seconde avant de traduire. « Le général dit que vous êtes trop jeune pour être ici. » Je n'ai pas répondu. Que pouvais-je dire? Que j'étais d'accord, que c'était injuste, que tout cela était une abomination. Les mots n'avaient plus de poids dans un endroit comme celui-ci. Puis il a dit, en français presque parfait, sans passer par l'interprète cette fois, « Souriez. » Ce n'était pas une suggestion, c'était un ordre. J'ai senti mon cœur battre contre mes côtes. Mes mains se sont crispées. Autour de moi, personne ne bougeait. Même les gardes semblaient attendre. Le silence était total, presque irréel. Le vent s'était arrêté. Les corbeaux qui tournaient habituellement au-dessus du camp s'étaient tus. Le monde entier semblait suspendu, retenant son souffle. J'ai pensé à ma mère. J'ai pensé à la dernière fois qu'elle m'avait vu sourire, lors d'un dimanche d'été avant la guerre, dans le jardin derrière notre maison. J'ai pensé à mon père qui sifflait en travaillant. J'ai pensé à tout ce que j'avais été avant de devenir ceci. Un corps numéroté, une bouche mutilée, une ombre parmi d'autres ombres. J'ai ouvert la bouche, et j'ai montré ce qu'il m'avait laissé, un trou noir, irrégulier, sanglant, pas de dents, pas de sourire, juste l'absence, juste le vide, juste la preuve vivante de ce que leur système médical, leur efficacité allemande, leur recherche scientifique produisaient réellement. Von Stahl a reculé d'un pas, imperceptiblement. Mais j'ai vu son regard se troubler. J'ai vu quelque chose passer sur son visage. Une ombre, une hésitation, peut-être même du dégoût. Pas envers moi, envers ce qu'on m'avait fait, envers ce qu'il avait commandité, sans jamais vraiment le voir de ses propres yeux. L'un des officiers à ses côtés a toussé, mal à l'aise. L'interprète a baissé les yeux. Un garde, plus loin, a détourné le visage. Pendant quelques secondes, peut-être 5, peut-être 10, personne n'a parlé. Von Stahl a porté la main à sa bouche, comme pour retenir quelque chose. Puis, il a retiré ses gants, lentement, méthodiquement, comme s'il avait besoin de s'occuper les mains. Il a regardé ailleurs, vers les montagnes, vers le ciel, vers n'importe où, sauf vers moi. Finalement, il a dit quelque chose en allemand. Un ordre sec. Les officiers se sont redressés. L'appel a repris. Von Stahl s'est éloigné, les pas moins assurés qu'à son arrivée. Je l'ai regardé partir, son dos droit, son manteau impeccable, sa dignité intacte. Mais quelque chose venait de se passer, quelque chose que je n'ai compris que bien plus tard, des années après la guerre, lorsque j'ai commencé à pouvoir mettre des mots sur ce que j'avais vécu. Pour la première fois depuis mon arrestation, j'avais vu un Allemand mal à l'aise. Pas parce qu'il avait pitié, pas parce qu'il regrettait quoi que ce soit, mais parce qu'il avait été forcé de regarder en face ce que son système produisait. Et cela l'avait dérangé. Cela ne m'a pas libérée. Cela n'a pas changé ma situation. Je suis restée prisonnière. J'ai continué à souffrir. J'ai continué à survivre, jour après jour, dans ce camp où la mort rôdait à chaque instant. Mais cela m'a donné quelque chose que je croyais avoir perdu. La conscience que j'étais encore humaine. Que mon existence, même mutilée, avait encore le pouvoir de déranger. Que ma bouche vide était devenue, sans que je l'aie choisi, un témoignage silencieux. Une accusation muette. Ce soir-là, de retour au baraquement, Mathilde m'a regardé avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer.
Puis elle a dit, très doucement, « Tu lui as fait peur, Ariel. » Pas avec des mots, avec la vérité. Je n'ai pas répondu. Mais pour la première fois depuis des mois, j'ai senti quelque chose remuer en moi. Pas de l'espoir, pas encore, mais quelque chose de proche. La certitude que même dans l'enfer, même réduite à presque rien, j'existais encore, et que cela comptait. Après la guerre, j'ai passé des années à essayer d'oublier. Je suis retournée à Évaux-les-Bains en août 1945, amaigrie, édentée, brisée. Ma mère a pleuré en me voyant. Mon père est resté silencieux. Il ne savait pas quoi dire. Moi non plus. Le village avait changé. Ou peut-être était-ce moi qui avais changé. Les rues me semblaient plus étroites, les maisons plus grises, les visages plus durs. Les gens me regardaient avec un mélange de pitié et de gêne. Personne ne savait comment parler à quelqu'un qui revenait des camps. Alors ils ne disaient rien. Ils détournaient les yeux. Ils murmuraient entre eux quand je passais. J'ai essayé de reprendre une vie normale. J'ai cherché du travail. Mais qui voulait embaucher une jeune femme sans dents, sans diplôme, sans force? J'ai fini par trouver une place dans une blanchisserie, à laver le linge des familles aisées de la région. Le travail était dur. L'eau était froide. Mes mains devenaient rouges, gercées, douloureuses. Mais au moins, c'était du travail. Au moins, j'existais encore. Les premières années, je ne parlais à personne de ce qui s'était passé à Struthof. Les gens ne voulaient pas entendre. Ils voulaient tourner la page, reconstruire, oublier. La France entière voulait oublier. On célébrait la résistance, on honorait les héros, on construisait des monuments aux morts. Mais les survivants des camps, nous, on nous regardait comme des fantômes embarrassants. Des rappels vivants de ce qu'on préférait enfouir. Je faisais des cauchemars toutes les nuits. Je me réveillais en sueur, la bouche sèche, le cœur battant. Je revoyais la salle médicale. J'entendais le craquement de mes dents. Je sentais le goût du sang. Parfois, je me réveillais en criant. Ma mère entrait dans ma chambre, me prenait dans ses bras, me berçait comme une enfant. Mais elle ne posait jamais de questions. Et moi, je ne racontais rien. Pendant longtemps, je n'ai parlé à personne de ce qui s'était passé. Je portais mon silence comme une armure. Je pensais que si je n'en parlais pas, peut-être que cela finirait par disparaître, que la douleur s'effacerait, que je pourrais redevenir celle que j'étais avant. Mais on ne revient jamais vraiment. On survit, on continue. Mais on ne revient pas. En 1947, j'ai fait fabriquer un dentier. Il m'a fallu économiser pendant 2 ans pour payer le dentiste. L'appareil était mal ajusté, inconfortable, douloureux. Il me blessait les gencives. Je ne pouvais manger que des aliments mous. Mais au moins, je pouvais sourire à nouveau. Du moins en apparence. Un sourire faux, creux, qui ne montait jamais jusqu'à mes yeux. Les hommes du village m'évitaient. Personne ne voulait épouser une femme comme moi. Une femme brisée. Une femme sans avenir. Je me suis résignée à rester seule. J'ai arrêté d'espérer. J'ai arrêté de rêver. Je me suis contentée de survivre, jour après jour, sans joie, sans but, sans lumière. Puis, en 1963, quelque chose a changé. J'ai reçu une lettre du Centre de documentation juive contemporaine à Paris. Ils collectaient des témoignages sur les camps de concentration. Ils avaient retrouvé mon nom sur une liste de prisonnières politiques transférées à Struthof. Ils me demandaient si j'étais prête à témoigner. J'ai relu cette lettre plusieurs fois. Mes mains tremblaient. Personne ne m'avait jamais demandé mon histoire. Personne ne s'était jamais intéressé à ce que j'avais vécu. Et maintenant, quelqu'un voulait savoir. Quelqu'un voulait écouter. J'ai hésité, longtemps. Pendant des semaines, cette lettre est restée sur ma table de nuit. Je la regardais chaque soir avant de me coucher. Je me demandais si j'avais la force de rouvrir ses blessures, si j'avais le courage de replonger dans ses souvenirs. Puis, un matin de printemps, j'ai décidé. J'ai écrit une réponse. Courte. Simple. Oui, je suis prête. 3 mois plus tard, je prenais le train pour Paris. C'était la première fois que je quittais la région depuis mon retour. Le voyage a duré des heures. Je regardais le paysage défiler par la fenêtre. Les champs, les villages, les forêts. La France libre, la France reconstruite. La France qui avait oublié. À Paris,
J'ai été reçu par un historien nommé George Wellers, un survivant d'Auschwitz qui consacrait sa vie à documenter les crimes nazis. Il m'a accueilli avec une gentillesse que je n'avais plus connue depuis longtemps. Il m'a fait asseoir dans un bureau calme, lumineux. Il m'a offert du thé, puis il a dit « Racontez-moi, prenez votre temps, je vous écoute ». Et pour la première fois depuis la guerre, j'ai parlé. J'ai raconté l'arrestation, le camp de transit, le transfert à Struthof, le bloc médical, les expériences, la douleur, l'humiliation, le général, le sourire exigé, ma bouche vide. George Wellers prenait des notes. Il ne m'interrompait pas. Il ne me jugeait pas. Il écoutait. Et cela, cette simple attention, cette reconnaissance de ma parole, m'a fait plus de bien que toutes les années de silence. Quand j'ai eu terminé, il a posé son stylo. Il m'a regardé avec une expression grave. Puis il a dit « Vous n'êtes pas seul, Ariel. Ce que vous avez vécu, d'autres l'ont vécu aussi. Et le monde doit savoir. » C'est à ce moment-là que j'ai découvert l'ampleur de ce qui s'était passé. Struthof n'était pas un camp comme les autres. Entre 1941 et 1944, des médecins nazis y ont mené des expériences sur des détenus. Tests de résistance au froid, injections de produits chimiques, études anatomiques sur des prisonniers vivants. Certains étaient tués pour que leurs squelettes soient envoyés à l'université de Strasbourg, où un professeur nommé August Hirt collectionnait des crânes pour une collection raciale. Mon cas était différent. Les expériences dentaires servaient à tester des méthodes de régénération osseuse pour les soldats blessés au front. Ils voulaient savoir si un os pouvait repousser après extraction forcée. Ils voulaient mesurer la douleur, la résistance, la cicatrisation. Nous étions des cobayes, rien de plus. Des corps jetables au service de la science allemande. George Wellers m'a montré des documents, des rapports médicaux, des listes de détenus, des photographies. J'ai vu mon nom écrit à la machine à écrire sur une feuille jaunie. Vaucent, Ariel, né en 1920, sujet 127, expérience dentaire, résultat partiel. Résultat partiel. C'était ainsi qu'il décrivait ma survie. J'ai aussi appris ce qu'était devenu Heinrich von Stahl. Après la guerre, il avait été arrêté par les forces américaines en Bavière, jugé à Nuremberg lors des procès secondaires en 1947, condamné à 12 ans de prison pour complicité de crimes de guerre. Mais il n'avait purgé que 7 ans, libéré en 1954 pour bonne conduite. Il était retourné en Allemagne, avait retrouvé sa famille, avait vécu paisiblement jusqu'à sa mort en 1971. 12 ans de prison, 7 ans purgés, pour des milliers de vies détruites. Quand j'ai appris cela, je n'ai ressenti ni colère, ni surprise. Juste une lassitude profonde, une résignation amère. La justice des hommes était imparfaite. Elle l'avait toujours été. Elle le serait toujours. Mais au moins, maintenant, mon histoire était enregistrée. Mon témoignage existait. Dans les archives du centre de documentation, mon nom n'était plus un numéro. C'était une voix, une mémoire, une vérité. Je suis retourné à Évaux-les-Bains avec quelque chose que je n'avais pas en partant. La certitude que ce que j'avais vécu ne serait pas effacé. Que même si le monde voulait oublier, quelque part dans un bureau à Paris, mon histoire était consignée, préservée, protégée contre l'oubli. Moi, je suis resté en France. J'ai continué à travailler à la blanchisserie. J'ai appris à vivre avec mon dentier mal ajusté, avec mes migraines chroniques, avec l'insomnie qui ne m'a jamais quitté. Je ne me suis jamais mariée. Je n'ai jamais eu d'enfant. Pas par choix, mais parce que quelque chose en moi était resté à Struthof. Une part de moi qui ne reviendrait jamais. Les années ont passé, les décennies. Le monde a changé. La France s'est relevée. L'Allemagne aussi. On a signé des traités. On a construit l'Europe. On a parlé de réconciliation. Mais moi, je portais toujours ma bouche vide. Et chaque fois que je souriais, je me souvenais. En 2008, à l'âge de 88 ans, j'ai accepté de donner une interview filmée. C'était pour un documentaire sur les survivantes des camps annexes, ces lieux dont personne ne parle parce qu'ils étaient plus petits, moins connus qu'Auschwitz ou Dachau, mais tout aussi mortels, tout aussi impitoyables.
L'équipe de tournage est venue chez moi, dans mon petit appartement à Clermont-Ferrand. J'avais déménagé là-bas dans les années 60, après la mort de ma mère. Je voulais partir d'Évaux-les-Bains. Trop de souvenirs, trop de regards, trop de silence. À Clermont-Ferrand, personne ne me connaissait. Personne ne savait ce que j'avais vécu. Je pouvais être invisible. Et parfois, l'invisibilité était un soulagement. Le réalisateur s'appelait Thomas Lemoine. Un homme d'une quarantaine d'années, cheveux grisonnants, regard doux. Il m'avait contacté plusieurs mois auparavant, après avoir trouvé mon témoignage dans les archives du centre de documentation. Il m'avait écrit une longue lettre, expliquant son projet, me demandant si j'accepterais de parler devant une caméra. J'avais d'abord refusé. J'étais trop vieille, trop fatiguée, trop marquée par les années. Mais il avait insisté, gentiment, respectueusement. Il m'avait dit quelque chose qui m'avait touchée. « Votre voix compte, Madame Vaucent. Votre histoire mérite d'être entendue, pas seulement lue dans une archive, mais vue, écoutée, ressentie. » Alors j'avais fini par dire oui. Le jour du tournage, ils ont installé une caméra, un micro, des lumières. Ils ont déplacé mes meubles pour créer un cadre approprié. Ils ont vérifié le son, réglé l'éclairage, testé l'image. Tout cela prenait du temps. J'étais assise dans mon fauteuil habituel, celui où je regardais la télévision le soir, celui où je m'endormais parfois sans m'en rendre compte. Mes mains tremblaient. Pas de peur, juste de vieillesse. Mes articulations étaient raides. Mon dos me faisait mal. Mon dentier, que j'avais fait refaire 3 fois au fil des décennies, était toujours inconfortable. Thomas s'est assis en face de moi. Il avait une liste de questions, mais il m'a dit qu'on pouvait la mettre de côté si je préférais parler librement. J'ai apprécié cette délicatesse. J'ai apprécié qu'il ne me traite pas comme un simple témoignage à enregistrer, mais comme une personne. Il m'a demandé de raconter ce dont je me souvenais le mieux. Pas les dates, pas les noms, juste l'instant le plus marquant. Le moment qui, même 65 ans plus tard, restait gravé avec une clarté absolue. J'ai fermé les yeux. J'ai respiré profondément et j'ai parlé du sourire. J'ai raconté comment un général allemand m'avait ordonné de sourire et comment j'avais ouvert ma bouche vide devant lui. J'ai raconté son recul, son silence, son départ. J'ai raconté ce que cela m'avait appris, que même les bourreaux peuvent être dérangés par leur propre œuvre, s'ils sont forcés de la regarder en face. Ma voix tremblait en parlant. Pas de tristesse, pas de colère, juste de l'émotion brute, restée enfouie pendant toutes ces années. Thomas ne m'interrompait pas. Il écoutait. La caméra tournait. Le micro enregistrait. Et moi, je me vidais de tout ce que j'avais gardé en moi pendant des décennies. J'ai raconté les autres femmes du baraquement. Mathilde, qui était morte du typhus 3 semaines avant la libération du camp. Lucienne, qui s'était pendue dans les latrines une nuit de désespoir. Jeanne, qui avait perdu la raison et chantait des berceuses à une poupée imaginaire. Marguerite, qui avait survécu, mais s'était jetée sous un train en 1949, incapable de supporter le poids de la mémoire. J'ai raconté la libération. Le 23 novembre 1944. Les soldats américains qui entraient dans le camp, les visages choqués, les larmes dans les yeux de certains. Ils nous avaient apporté des couvertures, de la nourriture, des médicaments, mais nous étions tellement affaiblis que beaucoup sont mortes dans les jours qui ont suivi. Leurs corps n'ont pas supporté la liberté. Ils avaient tenu tant qu'il fallait tenir, mais une fois libérés, ils ont lâché. J'ai raconté le retour. Le voyage interminable en train, l'arrivée à Évaux-les-Bains, le choc de retrouver ma maison, ma chambre, mes affaires. Tout était resté exactement comme je l'avais laissé. Mais moi, j'avais changé. J'étais devenu quelqu'un d'autre. Quelqu'un que je ne reconnaissais pas dans le miroir. Thomas m'a posé une question que je n'attendais pas. « Est-ce que vous lui en voulez encore, au général von Stahl ?» J'ai réfléchi longtemps avant de répondre. Le silence s'est étiré. La caméra continuait de tourner. Thomas attendait, patient. Finalement, j'ai dit « Non, je ne lui en veux pas, parce que la haine demande trop d'énergie, et que j'avais déjà donné assez. » J'ai marqué une pause, puis j'ai ajouté « Mais je ne lui pardonne pas non plus, parce que le pardon n'efface rien. Il rend juste le fardeau plus supportable pour celui qui pardonne, pas pour celui qui a souffert. » Thomas a hoché la tête.
Il comprenait. Ou du moins, il essayait. Puis il m'a demandé « Que voudriez-vous que les gens retiennent de votre histoire ?» J'ai regardé la caméra. Directement. Pour la première fois depuis le début de l'interview. J'ai imaginé tous les gens qui regarderaient cette vidéo. Les jeunes, les vieux, ceux qui savaient, ceux qui ignoraient, ceux qui voulaient comprendre, ceux qui préféraient oublier. Et j'ai dit, je veux qu'ils sachent que l'histoire n'est pas faite de chiffres abstraits et de dates lointaines. Elle est faite de corps réels, de douleurs concrètes, de vies interrompues. Chaque statistique était une personne. Chaque numéro était un nom. Chaque mort était un univers qui s'éteignait. J'ai continué. Je veux qu'ils sachent que les monstres ne naissent pas monstres, qu'ils portent des uniformes propres, qu'ils parlent poliment, qu'ils ont des familles, des enfants, des rêves, et que c'est justement cela qui rend tout cela si terrifiant, parce que si eux ont pu le faire, alors n'importe qui peut le faire, dans les bonnes circonstances, avec les bons ordres, avec le bon silence autour. Thomas écoutait, immobile. L'équipe technique aussi. Tout le monde s'était arrêté. Même les bruits de la rue semblaient en s'être tus. J'ai terminé en disant « Et je veux qu'ils sachent qu'on peut survivre à presque tout. Qu'on peut perdre ses dents, sa dignité, sa jeunesse, sa santé, mais qu'on peut encore vivre, encore témoigner, encore exister. Parce que c'est cela, la vraie victoire. Pas la vengeance, pas la justice, juste la capacité de dire « J'étais là, j'ai vu, et je n'oublierai jamais ». Quand le tournage s'est terminé, Thomas est venu me serrer la main. Il avait les yeux rouges. Il m'a dit « Merci, Madame Vaussan. Merci d'avoir eu le courage de parler. » Je lui ai répondu « Ce n'est pas du courage. C'est une obligation. Tant que je suis vivante, je dois témoigner. Pour celles qui ne peuvent plus le faire. » Le documentaire est sorti en 2009. Je l'ai regardé seul, chez moi, un soir de novembre. Je me suis vue à l'écran, vieille, ridée, fragile, mais vivante. Et ma voix, cette voix tremblante mais claire, racontait ce que tant d'autres avaient emporté dans la tombe. Après la diffusion, j'ai reçu des lettres. Des centaines de lettres. De jeunes étudiants qui étudièrent la guerre. De professeurs qui utilisaient mon témoignage dans leurs cours. De survivants qui me remerciaient d'avoir parlé. De descendants de déportés qui retrouvaient, dans mes mots, l'écho de ce que leurs parents n'avaient jamais pu dire. Chaque lettre me rappelait pourquoi j'avais accepté de témoigner, pourquoi j'avais rouvert ces blessures, pourquoi j'avais replongé dans ce passé que j'avais passé ma vie à fuir. Parce que le silence tue 2 fois. Une première fois dans les camps, une deuxième fois dans l'oubli. 3 ans après cette interview, en janvier 2011, je suis morte. Paisiblement, dans mon sommeil, sans douleur. C'était ironique quelque part. Après tout ce que j'avais enduré, mourir sans souffrir semblait presque injuste. Mais avant de partir, j'avais laissé mon témoignage. J'avais dit mon nom. J'avais raconté ma vérité. Et c'est tout ce qui compte. Aujourd'hui, si vous allez à Struthof, vous trouverez un mémorial. Des plaques commémoratives. Des photographies en noir et blanc accrochées au mur des anciens baraquements. Des visiteurs silencieux qui marchent lentement entre les bâtiments vides, essayant d'imaginer ce qui s'est passé ici, essayant de comprendre l'incompréhensible. Le camp a été transformé en musée en 1960. C'est le seul camp de concentration nazi sur le territoire français actuel. Un lieu de mémoire, un lieu d'éducation, un lieu où les vivants viennent se souvenir des morts. Mais vous ne trouverez pas mon nom sur les plaques. Vous ne verrez pas ma photographie parmi celles des déportés. Parce que je ne suis qu'une survivante parmi des milliers. Une voix parmi tant d'autres qui ont été étouffés. Un corps parmi tous ceux qui ont été brisés. Et pourtant, je suis là. Dans chaque pierre de ce lieu. Dans chaque souffle de vent qui traverse la cour où j'ai ouvert ma bouche vide devant un général allemand. Dans chaque silence qui pèse sur les visiteurs quand ils entrent dans le bloc médical et qu'ils imaginent ce qui s'y passait. Après ma mort, mon témoignage a continué à vivre. Le documentaire de Thomas Lemoine a été diffusé dans des écoles, projeté lors de commémorations, utilisé comme outil pédagogique. Ma voix enregistrée, cette voix tremblante de vieille femme,
racontait encore et encore la même histoire. Le même sourire exigé, la même bouche vide, le même recul troublé d'un homme qui ne voulait pas voir. En 2015, 4 ans après ma mort, une historienne nommée Claire Mercier a publié un livre sur les expériences médicales à Struthof. Elle y consacrait un chapitre entier aux expériences dentaires. Mon nom y apparaissait. Mon témoignage y était cité. Pour la première fois, ce que j'avais vécu était inscrit noir sur blanc dans un ouvrage académique. Je n'étais plus seulement une mémoire orale. J'étais devenue une source historique, une preuve documentée de ce qui s'était passé. Claire Mercier avait retrouvé des archives médicales allemandes, des rapports cliniques rédigés par les médecins de Struthof, des tableaux de données, des graphiques de cicatrisation, des photographies médicales de bouches mutilées. Mon cas y figurait. Sujet numéro 127, Ariel Vossan, 23 ans, extraction de 17 dents. Objectif, étude de la régénération osseuse post-traumatique. Résultat, survie avec complications chroniques. Survie avec complications chroniques. C'était ainsi qu'il résumait une vie entière de douleur. Mais Claire Mercier avait fait plus que simplement compiler des données. Elle avait humanisé les chiffres. Elle avait donné des noms aux numéros. Elle avait raconté les histoires derrière les statistiques. Et grâce à son travail, des centaines de personnes qui ne m'avaient jamais connue ont appris mon existence, ont lu mes mots, ont compris ce que j'avais enduré. Son livre a été traduit en allemand, publié à Berlin, présenté dans des universités. Certains descendants de nazis l'ont lu. Certains ont été choqués. D'autres ont refusé d'y croire. Quelques-uns ont écrit des lettres au centre de documentation, demandant plus d'informations, cherchant à comprendre ce que leurs grands-parents avaient fait ou permis. L'un d'eux était le petit-fils de Heinrich von Stahl. Il s'appelait Michael von Stahl, né en 1978, professeur de philosophie à Munich. Il avait grandi en entendant que son grand-père avait été un officier respecté, un homme d'honneur, injustement condamné après la guerre. Sa famille avait construit un mythe autour de lui. Le mythe d'un homme qui avait simplement fait son devoir, qui n'avait jamais tué personne, qui n'avait jamais torturé personne, qui était juste un administrateur. Mais en lisant le livre de Claire Mercier, Michael von Stahl avait découvert une autre vérité. Il avait lu mon témoignage. Il avait appris ce que son grand-père avait supervisé, les expériences, les souffrances, les morts. Et il avait compris que l'absence de gestes directs ne signifie pas l'absence de responsabilité. En 2017, Michael von Stahl a fait quelque chose que personne n'attendait. Il a pris contact avec le mémorial de Struthof. Il a demandé l'autorisation de venir témoigner, de parler publiquement de ce que son grand-père avait fait, de reconnaître la culpabilité familiale, de présenter des excuses au nom de ceux qui ne s'étaient jamais excusés. Le mémorial a accepté. Et lors d'une cérémonie commémorative en novembre 2017, 73 ans après la libération du camp, Michael von Stahl s'est tenu devant un public de survivants, de descendants de déportés, d'historiens et d'étudiants. Et il a parlé. Il a dit « Je porte un nom qui a causé de la souffrance, un nom qui a signé des ordres de mort, un nom qui a permis l'horreur. Je ne peux pas changer le passé. Je ne peux pas effacer ce qui a été fait. Mais je peux reconnaître. Je peux témoigner. Je peux dire clairement que ce qui s'est passé ici était mal. Profondément, absolument, inexcusablement mal. » Il a continué. Mon grand-père n'a jamais exprimé de regret. Il est mort en pensant qu'il avait simplement fait son devoir. Mais son devoir était monstrueux. Et le silence qui a suivi la guerre, ce silence complice de tant de familles allemandes, était tout aussi monstrueux. Puis il a dit mon nom. Ariel Vossan. Il a raconté mon histoire, le sourire exigé, la bouche vide, le recul troublé. Il a dit « Cette femme a survécu, elle a témoigné, elle a refusé le silence. » Et c'est grâce à des femmes comme elle que nous pouvons aujourd'hui regarder notre histoire en face. Quand il a terminé, le silence était total. Personne n'applaudissait. Ce n'était pas le moment. Mais quelque chose d'important venait de se passer. Une reconnaissance, une responsabilité assumée, un refus de la lâcheté mémorielle. Après la cérémonie, Michael von Stahl a visité le mémorial.
Il est entré dans le bloc médical. Il s'est tenu à l'endroit où j'avais été attaché, sur une chaise métallique. Il a regardé les instruments exposés derrière une vitre. Il a lu les panneaux explicatifs. Et il a pleuré. Un journaliste présent ce jour-là a photographié ce moment. L'image a été publiée dans plusieurs journaux européens. On y voyait un homme d'une quarantaine d'années, debout dans une salle froide et vide, le visage dans les mains, les épaules secouées de sanglots. La légende disait « Le petit-fils d'un criminel de guerre nazi pleure les victimes de son grand-père ». Cette photographie a fait le tour du monde. Elle a suscité des débats. Certains ont salué le courage de Michael von Stahl. D'autres ont dit que pleurer ne suffisait pas, que les larmes n'effaçaient rien, que la vraie responsabilité exigeait plus que de l'émotion. Mais moi, si j'avais encore été vivante, j'aurais dit ceci. Les larmes ne suffisent pas, c'est vrai. Mais elles sont un début. Elles sont une fissure dans le mur du déni. Et parfois, une fissure suffit pour que la lumière passe. Aujourd'hui, en 2025, le monde a changé. Les derniers survivants des camps sont presque tous morts. Les témoins directs disparaissent. Bientôt, il ne restera plus personne pour dire « J'étais là, j'ai vu, j'ai subi ». Mais les témoignages restent, les archives restent, les livres restent, les documentaires restent. Et tant qu'il y aura des gens pour lire, pour écouter, pour regarder, nous ne serons pas complètement morts. Chaque fois que quelqu'un écoute mon histoire, je redeviens vivante. Pas en chair, mais en mémoire. Et c'est la seule résurrection qui compte, la seule immortalité qui vaille. Je pense souvent à toutes les femmes qui n'ont pas survécu. À Mathilde, qui murmurait des mots de réconfort dans l'obscurité du baraquement. À Lucienne, qui a choisi la mort plutôt que la souffrance. À Jeanne, qui a perdu la raison avant de perdre la vie. À Marguerite, qui a survécu au camp mais pas à la paix. Je pense à toutes celles dont les noms n'ont jamais été enregistrés, dont les visages n'ont jamais été photographiés, dont les voix n'ont jamais été entendues. Elles sont mortes dans le silence, et le monde ne saura jamais qui elles étaient. Mais moi, je les porte, dans ma mémoire, dans mon témoignage, dans chaque mot que j'ai prononcé devant cette caméra en 2008. Elles vivent à travers moi, et maintenant, elles vivent à travers vous, qui écoutez. C'est pour cela que je vous demande une chose, une seule chose, la plus importante. Ne détournez pas les yeux. Quand vous entendez une histoire comme la mienne, ne vous dites pas que c'est trop dur, trop sombre, trop loin. Parce que c'est exactement ce silence-là, cette indifférence-là, ce détournement du regard qui permet aux horreurs de se reproduire. L'histoire ne se répète jamais exactement. Les uniformes changent, les drapeaux changent, les slogans changent, mais les mécanismes restent les mêmes. La déshumanisation, la bureaucratisation de la cruauté, le silence des témoins, l'obéissance aveugle, la lâcheté collective. Regardez, écoutez, souvenez-vous, demandez-vous, qu'aurais-je fait à leur place? Aurais-je eu le courage de résister? Ou aurais-je baissé les yeux et continué ma vie? Et surtout, demandez-vous, que fais-je aujourd'hui quand je vois l'injustice, quand je vois la cruauté, quand je vois quelqu'un être déshumanisé, réduit à un numéro, traité comme un objet? Parce que c'est là que tout commence, pas dans les grandes décisions historiques, mais dans les petits silences quotidiens, dans les regards détournés, dans les « ce n'est pas mon problème », dans les « je ne peux rien y faire », dans les « c'était une autre époque ». Non, c'était notre époque. C'est toujours notre époque, parce que l'humanité ne change pas fondamentalement. Nous sommes capables du meilleur comme du pire. Et c'est à chacun de nous de choisir. Moi, Ariel Vaucent, j'ai vécu 90 ans. J'ai survécu à l'enfer. J'ai porté ma bouche vide comme un témoignage vivant. J'ai refusé le silence, même quand le silence aurait été plus confortable. Et maintenant que je suis partie, maintenant que mon corps repose dans un petit cimetière de Clermont-Ferrand sous une pierre simple qui dit seulement « Ariel Vaucent, 1920-2011 », ma voix continue. Elle continue dans les documentaires, dans les livres, dans les salles de classe, dans les mémoriaux, dans les cœurs de ceux qui ont entendu mon histoire et qui ont décidé de ne pas oublier. Parce que tant qu'on se souvient, ils n'ont pas gagné. Tant qu'on témoigne, la vérité résiste au mensonge. Tant qu'on refuse le silence, l'humanité a encore une chance.
Et moi, Ariel Vaucent, même morte, je témoigne encore. Je témoigne pour celles qui ne le peuvent plus. Je témoigne pour que le monde n'oublie jamais. Je témoigne parce que c'est tout ce qui me reste à faire. Et vous, qui m'écoutez maintenant, vous êtes devenus mes témoins. Vous portez maintenant cette histoire. Vous en êtes les gardiens, et c'est à vous, désormais, de la transmettre. Ne me laissez pas disparaître dans l'oubli. Ne laissez pas les millions de morts devenir de simples statistiques. Dites mon nom, racontez mon histoire, souvenez-vous, parce que c'est ainsi que nous restons vivants, parce que c'est ainsi que nous gagnons, parce que c'est ainsi que l'amour triomphe de la haine, la mémoire de l'oubli et la vérité du mensonge. Je peux enfin reposer en paix, parce que vous vous souvenez. La voix d'Ariel traverse le temps et vous parvient maintenant, portant le poids d'une vie qui a refusé d'être effacée. Chaque mot qu'elle a prononcé fut un acte de résistance contre l'oubli. Chaque témoignage fut un refus du silence. Et maintenant, vous faites partie de cette chaîne de mémoire. Vous avez entendu, vous savez, et cela apporte une responsabilité. Si cette histoire vous a touché, si les mots d'Ariel ont éveillé quelque chose dans votre cœur, ne laissez pas cette émotion se dissoudre dans l'oubli. Abonnez-vous à cette chaîne pour que des histoires comme celle-ci continuent d'être racontées. Activez la cloche de notification pour ne jamais manquer un témoignage qui peut changer votre façon de voir le monde. Laissez votre like comme un geste de respect pour Ariel et pour toutes les voix qui ont été réduites au silence. Parce que chaque abonnement, chaque like, chaque partage est une façon de dire « je refuse d'oublier ». Mais plus important encore, laissez un commentaire. Dites d'où vous regardez ce documentaire. Partagez ce que vous avez ressenti en écoutant l'histoire d'Ariel. Racontez si vous connaissez quelqu'un qui a vécu quelque chose de similaire. Si vous avez déjà visité un mémorial, si vous vous êtes déjà demandé ce que vous auriez fait à cette époque. Votre réflexion compte. Vos mots créent une communauté de mémoire vivante. Et quand vous écrivez, quand vous réfléchissez, quand vous témoignez, vous maintenez Ariel vivante. Vous maintenez la vérité vivante. Parce qu'au final, la question qu'Ariel nous laisse n'est pas seulement « allez-vous vous souvenir ?», mais que ferez-vous de ce souvenir? Comment allez-vous vivre différemment sachant ce que vous savez maintenant? Comment allez-vous traiter les gens autour de vous? Comment allez-vous réagir quand vous verrez l'injustice, la cruauté, la déshumanisation? Ariel a ouvert sa bouche vide devant un général nazi, et dans ce geste silencieux, elle a tout dit. Maintenant, c'est à votre tour de parler. Ne restez pas silencieux. Commentez, réfléchissez, partagez. Parce que c'est ainsi que nous honorons ceux qui ont témoigné, en vivant avec plus de conscience, plus de compassion, plus de courage.